Il fut un temps où Gérard Depardieu entrait dans une pièce et semblait en repousser les murs. Aujourd'hui, le silence paraît plus vaste que lui. Dans les couloirs de sa maison, les souvenirs ont remplacé les applaudissements, et chaque porte refermée semble protéger une blessure. Mais quelle douleur peut faire vaciller un homme que la pauvreté, la prison, les excès et la maladie n'ont jamais réussi à briser? Pour le comprendre, il faut revenir bien avant les procès, bien avant la gloire, jusqu'à l'enfant qui a pris trop tôt, qui n'avait peut-être jamais été attendu. Avant les tapis rouges, avant que son nom ne devienne l'un des plus puissants du cinéma français, Gérard Depardieu n'était qu'un garçon perdu dans les rues de Châteauroux. Il grandit au milieu de 6 enfants, dans une maison où l'argent manquait, où les mots d'amour étaient rares et où le silence pesait plus lourd que la faim. Son père, ouvrier du métal, buvait beaucoup et savait à peine lire. Sa mère, épuisée par la pauvreté, portait une famille trop grande pour des moyens trop faibles. Des années plus tard, Depardieu racontera dans ses mémoires une vérité d'une violence presque irréelle. Alors qu'elle était enceinte de lui, sa mère aurait tenté d'interrompre sa grossesse avec une aiguille à tricoter. Comment un homme se construit-il lorsqu'il découvre qu'avant même son premier souffle, sa présence était déjà de trop? Cette révélation devint une fissure intime, une blessure invisible qui allait traverser toute son existence. Derrière l'assurance, les colères et la démesure, il y avait peut-être toujours ce même enfant, cherchant une preuve qu'il avait le droit d'être là. À l'école, Gérard ne trouve ni refuge ni avenir. Il parle difficilement, lit mal, supporte encore moins l'autorité. Les salles de classe lui donnent l'impression d'être enfermé dans un monde qui ne veut pas de lui. À 13 ans, il quitte l'école, sans diplôme, sans métier, presque sans repère, et choisit la rue, ou peut-être est-ce la rue qui le choisit. Là-bas, il apprend à observer, à mentir, à se défendre, à sentir le danger avant qu'il n'approche. Il fréquente des hommes qui vivent de trafic, de combines et de petits délits. Pour survivre, il comprend qu'il faut paraître plus dur que la peur que l'on porte en soi. Mais sous cette brutalité, quelque chose demeure fragile. Gérard veut qu'on le regarde, qu'on le remarque, qu'on se souvienne de lui. Lorsqu'on a grandi avec l'idée de ne pas avoir été désiré, l'indifférence devient une seconde mort. Alors il provoque, il défie, il dépasse les limites, comme si chaque scandale était une manière de crier au monde qu'il existe. Peu à peu, les rues deviennent plus sombres, les fréquentations plus dangereuses. Les premières fautes laissent place à des actes qu'il évoquera plus tard sans les embellir. Il avance sans frein, persuadé qu'il n'a rien à perdre, parce qu'au fond de lui, il n'est pas certain d'avoir jamais possédé quelque chose. À cet instant, personne ne peut deviner que ce garçon presque illettré deviendra un géant de l'écran. Tout semble le conduire à la prison, la violence ou une disparition anonyme. Pourtant, quelque part devant lui, une porte existe encore. Une porte étroite, inattendue, qui ne s'ouvrira ni sur une cellule, ni sur la rue, mais sur une scène. Dans les rues de Châteauroux, Gérard avance sans direction, porté par la faim et la colère. Très jeune, il découvre les trafics, les vols et les combines rapides. Tout ce qui permet de gagner quelques pièces sans attendre la permission de personne. Dans ses souvenirs, il évoquera plus tard des actes que beaucoup auraient préféré taire. Des vols de voitures, des séjours derrière les barreaux, des nuits passées avec ceux qui vivaient déjà hors des règles. Il racontera même avoir vendu son corps pour survivre et participer à des profanations de tombes afin de dérober des objets funéraires. Ces récits viennent de lui. Ils montrent jusqu'où il était prêt à aller. À 16 ans, la prison devient une réalité froide, une porte qui se referme, un endroit où la liberté peut s'éteindre en quelques secondes. Mais Gérard n'en ressort pas apaisé. Il en ressort plus dur, convaincu que la tendresse est un luxe réservé aux autres. Derrière chaque excès, il y a pourtant un garçon qui teste le monde. Si je tombe, quelqu'un me retiendra-t-il? Si je disparais, quelqu'un remarquera-t-il mon absence? Ces provocations ressemblent moins à un goût du scandale qu'à une manière désespérée de vérifier qu'il existe encore.
Le paradoxe est déjà là. Gérard possède une présence immense, mais il se sent invisible. Il attaque avant qu'on puisse le blesser, il fuit avant qu'on puisse le quitter. Cette mécanique intérieure, il la transportera plus tard jusque dans la gloire, les amours et les ruptures. Puis survient un voyage vers Paris, une rencontre qui aurait pu ne jamais avoir lieu. Un ami l'entraîne dans un cours de théâtre. Gérard entre dans la salle sans savoir ce qu'il vient y chercher. Il n'a ni culture, ni méthode, ni discipline. Il parle mal, lit difficilement, se méfie de tout, mais lorsqu'il se tient face aux autres, quelque chose change. Pour la première fois, sa taille, sa voix, ses silences, sa brutalité même ne sont plus des défauts. Ils deviennent une matière. On ne lui demande pas de cacher ce qu'il est, mais de l'utiliser. La colère devient un personnage, la peur une émotion, la honte une vérité. Sur scène, il découvre qu'il peut raconter sa vie sans prononcer son propre nom. Ce lieu ne lave pas ses fautes, ne répare pas son enfance et n'efface pas les cellules. Mais il lui offre une sortie. Gérard comprend qu'il existe une autre façon de voler. Voler l'attention d'une salle, le souffle d'un public, quelques secondes de silence absolu. Le garçon promis à la marge vient de trouver une porte. Il ignore encore qu'elle le conduira vers les récompenses et l'admiration d'un pays entier, mais aussi vers une gloire si immense qu'elle finira par projeter son ombre sur ceux qu'il aimera le plus. À Paris, Gérard Depardieu entre dans le théâtre comme dans une seconde vie. Il ne possède ni l'éducation, ni le calme des autres. Mais il possède quelque chose qu'aucune école ne peut fabriquer, une présence brute, capable de remplir une pièce avant même qu'il ne parle. Il apprend à respirer, à articuler, à lire, à écouter. Chaque exercice devient une revanche sur l'enfant humilié qui croyait ne jamais appartenir nulle part. Peu à peu, son bégaiement recule, sa voix s'élargit, et cette silhouette massive devient une force impossible à ignorer. Puis vient Les Valseuses. Le film choque, fascine, divise, et révèle un acteur qui ne ressemble à personne. Gérard ne joue pas seulement la provocation, il lui donne un visage, un corps, une vérité dérangeante. La France découvre un homme qui semble sortir directement de la rue pour traverser l'écran. Les rôles s'enchaînent. Dans Le Dernier Métro, Jean de Florette, Cyrano de Bergerac, il prouve qu'il peut être brutal, tendre, grotesque, noble, blessé, parfois tout cela dans le même regard. Les récompenses arrivent, les plateaux étrangers s'ouvrent, et le garçon presque illettré de Châteauroux devient l'un des acteurs les plus célèbres de son époque. François Truffaut, Maurice Pialat, Bertrand Blier et d'autres comprennent que sa violence intérieure n'est pas un obstacle, mais une matière précieuse. Ils savent cadrer l'orage, transformer ses excès en émotions, retenir cette énergie qui menace de déborder. Lorsque certains disparaissent, Gérard perd plus que des réalisateurs. Il perd ceux qui savaient regarder derrière le monstre sacré, ceux qui devinaient encore l'enfant tremblant sous l'assurance. Chaque absence fragilise l'équilibre sur lequel il s'est construit. La gloire lui donne pourtant tout ce qu'il croyait désirer. L'argent efface la faim, les applaudissements étouffent le mépris, les invitations remplacent les portes fermées. Mais la reconnaissance ne guérit pas la peur de ne pas être aimé. Elle la rend seulement plus silencieuse. Alors Gérard travaille son repos, mange, boit, aime et voyage avec la main des mesures. Il vit comme si chaque succès pouvait être le dernier, comme si ralentir risquait de laisser revenir le passé. Plus son nom grandit, plus l'homme a besoin de bruit autour de lui. Sur les écrans, il devient père, amant, héros ou poète. Chez lui pourtant, une autre histoire commence à se fissurer. Élisabeth attend, les enfants grandissent, les absences s'accumulent. Le public reçoit le meilleur de lui, tandis que sa famille apprend à vivre avec ce qu'il reste. La France a gagné un géant du cinéma, mais derrière les projecteurs, ceux qui portent son nom commencent à comprendre que l'ombre d'un géant peut priver toute une maison de lumière. Au début, Élisabeth Dignot connaît encore l'homme avant le monument. Elle épouse Gérard en 1970, avant que la France ne reconnaisse son visage. Ensemble, ils traversent les années d'attente, puis l'ascension.
Deux enfants naissent, Guillaume et Julie. Une famille se construit pendant qu'une légende prend forme. Mais la célébrité ne se contente jamais d'entrer dans une maison. Elle réclame les heures, les nuits, les voyages, les silences. Gérard tourne sans relâche, disparaît des semaines, revient chargé de fatigue et d'excès. Sur les plateaux, chacun veut une part de lui. À la maison, ceux qui l'aiment apprennent à vivre avec ses absences. L'homme capable d'incarner la tendresse devant une caméra peine à la rendre régulière dans la vie. Il aime avec intensité, mais rarement avec stabilité. Les aventures, les promesses brisées et les départs fragilisent le couple. Après 26 années, le mariage s'achève en 1996, non dans une explosion, mais après une lente érosion. Puis vient Carole Bouquet. Leur histoire donne l'image d'un amour plus mûr, peut-être d'un refuge enfin trouvé. Pourtant, la proximité ne suffit pas. Gérard cherche un port, puis s'éloigne dès que l'antre devient trop lourde. Il veut être aimé, mais redoute ce que l'amour exige de présence et de vérité. Julie grandit dans cette contradiction. Elle choisit elle aussi le métier d'actrice, mais chaque rôle la ramène au même nom. Porter de Pardieu ouvre des portes, tout en projetant une ombre immense. Derrière son talent, il y a ce père admiré par le pays, difficile à saisir dans l'intimité. Guillaume, lui, ne supporte pas cette ombre de la même manière. Il possède la violence, la fragilité et le feu de Gérard. Il veut jouer, réussir, exister par lui-même, mais plus il tente de s'éloigner de son père, plus leur ressemblance devient évidente. Deux caractères trop proches peuvent se reconnaître sans parvenir à se comprendre. Les reproches s'accumulent. Guillaume accuse son père d'avoir préféré les tournages, les conquêtes et la gloire à ses enfants. Dans ses écrits, il évoque une enfance marquée par l'absence. Gérard répond parfois avec colère, parfois par le silence. Entre eux, chaque phrase devient une arme, parce qu'aucun ne sait prononcer la vérité qui pourrait les désarmer. J'ai souffert de ne pas t'avoir près de moi. Les disputes deviennent publiques, les distances plus longues, les retrouvailles plus fragiles. Pourtant, derrière la haine affichée, le lien demeure. On ne combat pas ainsi quelqu'un qui ne compte plus. Il pense qu'un jour tout pourra être expliqué, repris, pardonné, mais certaines horloges avancent sans bruit. Et pendant que le père et le fils attendent le bon moment, le temps a déjà commencé à fermer la porte. En octobre 2008, sur un tournage en Roumanie, Guillaume Depardieu tombe malade. Au début, rien ne semble annoncer une tragédie. Une fièvre, une fatigue. Puis son état s'aggrave avec une brutalité qui ne laisse aucune place à l'espoir. Rapatrié en France, Guillaume est hospitalisé. Le 13 octobre, la nouvelle tombe. Il meurt à 37 ans, emporté par une pneumonie aiguë. Pour Gérard, le monde ne s'écroule pas dans un grand fracas. Il se vide. Les caméras continuent de tourner, mais le père reste devant une absence qu'aucun rôle ne pourra combler. Guillaume avait passé sa vie à se battre, contre le nom de son père, les addictions, la justice et son propre corps. Un accident de moto avait entraîné des années d'opérations, de douleurs et d'infections. Après une longue épreuve, il avait dû être amputé d'une jambe. Pourtant, il continuait à jouer, à écrire, à provoquer, comme si rester debout exigeait de défier chaque jour ce qui voulait le briser. Plus il rejetait Gérard, plus il lui ressemblait. La même colère, la même démesure, la même peur d'être abandonné. Guillaume accusait son père d'avoir quitté ses enfants pour courir après la gloire. Dans ses écrits, il lui reprochait ses absences et cette incapacité à aimer sans blesser. Gérard répondait par l'orgueil, la colère ou le silence. Trois armures qui protègent un homme, mais détruisent parfois ce qu'il voulait sauver. Entre eux, les années de conflit avaient laissé des cicatrices profondes. Certains témoignages évoquent pourtant un rapprochement avant la fin. Peut-être avaient-ils commencé à se parler autrement. Peut-être avaient-ils compris que leur haine cachait un amour trop douloureux à reconnaître. Mais le temps ne leur a pas permis d'aller jusqu'au pardon. Après la mort de Guillaume, Gérard cherche un responsable. Il accuse le système judiciaire et les années de détention qui auraient poussé son fils plus loin dans la révolte. Sa fureur est immense.
Mais derrière elle se cache une question plus cruelle. Où étais-je lorsqu'il avait besoin de moi? Combien de fois ai-je choisi un film, un voyage ou une passion au lieu de mon propre enfant? Le plus terrible n'est pas seulement d'avoir perdu un fils, c'est de perdre la possibilité de réparer. Une dispute peut être reprise, une porte peut se rouvrir, un silence peut être brisé, tant que l'autre respire encore. Gérard continuera à travailler, à rire, à boire, à traverser les plateaux avec cette présence gigantesque. Mais quelque chose en lui restera figé au 13 octobre 2008. Dès lors, chaque verre semblera vouloir effacer un visage, chaque excès couvrir une voix, et chaque nuit lui rappellera que certaines paroles, lorsqu'elles arrivent trop tard, n'ont plus personne pour les entendre. Après la mort de Guillaume, Gérard Depardieu ne s'arrête pas. Il tourne, voyage, plaisante, remplit les tables et les verres. Comme si le mouvement pouvait empêcher le souvenir de le rejoindre. Mais certaines douleurs ne disparaissent pas. Elles attendent seulement que le bruit cesse. L'alcool faisait déjà partie de sa vie bien avant 2008. Avec les années, il devient moins une célébration qu'un refuge. Gérard confiera avoir traversé des périodes où il buvait des quantités vertigineuses, parfois jusqu'à 14 bouteilles en une journée. Derrière cette démesure, il y a le besoin d'engourdir le corps, de faire taire les pensées, de gagner quelques heures de sommeil sans entendre revenir les voix du passé. Chaque verre promet l'oubli, puis présente la facture. En 1998, un grave accident de moto manque de lui coûter la vie. 2 ans plus tard, il subit un pontage coronarien. Le diabète, les problèmes cardiaques et la fatigue s'installent. Le corps massif qui avait donné tant de puissance à ses personnages commence à révéler toutes les blessures accumulées. Gérard continue pourtant à vivre comme s'il était invincible. Il mange, boit, travaille et se déplace sans mesure. S'arrêter signifierait regarder derrière lui, et derrière lui se trouve l'enfant rejeté, les amours brisés, les absences infligées à ses enfants, puis le visage de Guillaume, figé pour toujours à 37 ans. Autour de lui, le monde ancien disparaît également. François Truffaut, Maurice Pialat et d'autres compagnons ne sont plus là. Avec eux s'éteignent des regards capables de distinguer l'homme du personnage, la fragilité du monstre sacré. Chaque disparition réduit le cercle de ceux devant lesquels il pouvait encore baisser la garde. Les maisons sont grandes, les caves pleines, les souvenirs innombrables. Mais la solitude ne se mesure pas en mètres carrés. Elle se mesure au nombre de personnes que l'on voudrait rappeler et qui ne répondront plus. Gérard peut changer de pays, de décor ou de vie, mais aucune fortune ne peut racheter une conversation interrompue avec un fils. Il serait trop simple d'affirmer que Guillaume est l'unique origine de cette fuite. La blessure existait depuis l'enfance, et l'autodestruction avait commencé bien avant la tragédie. Mais la mort de son fils a peut-être donné à chaque excès une profondeur nouvelle, celle d'un père qui survit à celui qu'il croyait avoir encore le temps de retrouver. Puis, lorsque l'alcool ne suffit plus à étouffer les fantômes, le réel frappe de nouveau. Cette fois, ce ne sont plus seulement le cœur et la mémoire qui réclament leur dû. Ce sont la justice, l'opinion publique et tout un pays qui commence à regarder autrement l'homme qu'ils avaient autrefois porté au sommet. En 2012, Gérard Depardieu provoque une nouvelle fracture avec la France. En désaccord avec la politique fiscale du gouvernement, il s'installe en Belgique, annonce vouloir rendre son passeport français, puis reçoit la citoyenneté russe en 2013. Pour lui, c'est un choix personnel. Pour une partie du public, c'est une trahison, celle d'un homme devenu immense grâce à un pays qui semble désormais rejeté. Ses paroles admiratives envers Vladimir Poutine aggravent le malaise. L'acteur qui incarnait autrefois la vitalité française paraît éloigné de ceux qui l'avaient célébré. Même lorsqu'il condamne plus tard la guerre en Ukraine, la blessure reste ouverte. Une légende peut quitter un territoire, mais elle n'échappe jamais au jugement de ceux qui l'ont couronné. Puis viennent les accusations, les enquêtes, les audiences. En mai 2025, Gérard Depardieu est condamné en première instance à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles sur 2 femmes lors d'un tournage. Il conteste cette décision et fait appel. La justice doit suivre son cours, sans transformer une procédure en spectacle, ni une célébrité en homme au-dessus des règles.
Une autre affaire se dessine autour des accusations de Charlotte Arnoul. Elle affirme avoir été violée et agressée sexuellement au domicile parisien de Depardieu en 2018. Il lui nie les faits. L'affaire doit être jugée. Aucun récit honnête ne peut remplacer un verdict, mais l'ombre du procès recouvre déjà ces dernières années. L'industrie qu'il avait portée prend ses distances. Les projets disparaissent, des hommages deviennent controversés, certains collaborateurs se taisent. Pourtant, il serait faux de prétendre qu'une interdiction absolue l'a effacé du cinéma. Quelques proches continuent de le défendre et certains travaillent encore avec lui. Ce qui s'est brisé n'est pas seulement une carrière, c'est l'idée qu'un génie serait intouchable. Le vieil homme apparaît alors entre deux vérités. D'un côté, l'enfant pauvre, humilié, blessé avant même sa naissance. De l'autre, l'adulte responsable de ses choix, de ses paroles et, si la justice l'établit, de ses actes. La souffrance peut expliquer la fuite, la colère, l'autodestruction. Elle ne peut jamais effacer la souffrance des autres. Ainsi s'achève le cercle. Gérard avait passé sa vie à obliger le monde à le regarder. Aujourd'hui, ce monde le regarde encore, mais sans l'ancienne fascination. Il voit les rôles immenses, le fils perdu, les excès, les départs, et un homme qui ne peut plus se réfugier derrière aucun personnage. Le rideau n'est pas encore tombé, mais lorsque le silence revient, une question demeure. Que reste-t-il de monuments quand la lumière révèle les fissures que la gloire avait longtemps cachées? Gérard Depardieu restera dans l'histoire comme un acteur immense, capable de transformer ses blessures en personnages inoubliables. Mais derrière la gloire, il demeure un homme poursuivi par ses absences, ses excès et le visage d'un fils qu'il ne pourra plus jamais retrouver. Le temps efface les applaudissements, jamais les remords. Et peut-être que sa peine la plus lourde n'est ni la solitude, ni la chute, mais cette vérité cruelle. Certaines paroles arrivent trop tard, lorsque celui qui devait les entendre n'est plus là.